Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Padawan HD, on se retrouve pour une nouvelle analyse de séquence consacrée à Interstellar. Hop, j'enlève mon doigt. Un chef-d'œuvre, c'est marqué sur les boîtes les gars, un chef-d'œuvre. Pour reprendre les mots de DG, dans la séquence 2010-2020, c'est probablement un des plus grands films qu'on ait eu. Je pense que dans la filmographie de Christopher Nolan, c'est son plus grand film. Il y a un casting de dingue, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Casey Affleck, Matt Damon, enfin que des grands noms. En plus, on est vraiment dans le pic de la carrière de Matthew McConaughey parce que l'année d'après, il va choper l'Oscar du meilleur acteur pour Dallas Buyers Club. Et depuis, on ne parle plus de Matthew McConaughey, mais bon, ça reste quand même un très bon acteur. Il joue extrêmement bien dans ce film, avec un rôle qui est vraiment central et qui est très charismatique. Il y a une superbe BO de Hans Zimmer, qui est probablement également une de ses meilleures BO, parce que ce qu'il a fait plus tard, notamment sur Batman vs Superman de Zack Snyder, était très en dessous de la BO d'Interstellar. Il y a une très belle photo qui est faite, alors attendez, je l'avais noté, par Hoyt van Hoytema. Si vous avez vu Ad Astra cette année, c'est le même directeur de la photo, donc on retrouve un petit peu le grain de Interstellar dans Ad Astra. Il a également suivi Christopher Nolan sur Dunkerque. Dunkerque qui est un film extrêmement bien réalisé, mais que je trouve un peu bof. Enfin, moi, je n'ai pas très aimé, notamment à cause de ce problème de temporalité, là, 1 heure, 1 semaine, 1 journée, voilà, tout ça, ça m'a un peu paumé. Bref, que dire de plus sur ce film que c'est un film qui a été énormément comparé à 2001, l'Odyssée de l'espace, parce qu'on ne peut pas s'empêcher à chaque fois qu'il y a un film de SF ambitieux de le comparer à 2001. Mais si vous avez vu l'analyse de Joachim, qui vous prouve par A plus B que 2001 est un film qui ne parle pas de religion, ici vraiment c'est tout le contraire. On a un film qui est énormément empreint de symbolisme religieux, notamment par la BO de Hans Zimmer qui utilise énormément de l'orgue, par aussi cette espèce d'histoire qui raconte la destinée humaine qui n'est pas vouée à mourir sur Terre, mais à trouver une sorte de jardin d'Éden, de paradis perdu à travers l'espace et le temps. Et voilà, enfin, c'est un film qui parle beaucoup d'humanité, qui n'est pas du tout froid comme peut l'être 2001 l'Odyssée de l'espace, et c'est en ça pour moi qu'il est très différent. Voilà, que dire de plus? Je l'adore, je pense que vous l'aimez aussi, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et puis voilà, on va l'analyser ensemble tout de suite. Alors on est sur mon logiciel de montage, exactement comme la dernière fois. Avant qu'on commence, mais je pense que vous l'avez déjà un peu compris, dans cette émission il y aura toujours du spoil, c'est inévitable. Et la séquence qu'on va regarder ensemble, c'est une séquence qui arrive vers la fin d'Interstellar, c'est une séquence qui est clé dans le scénario. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne vous gâchez pas ce plaisir, allez voir le film et revenez voir cette vidéo ensuite. Également, c'est une séquence qui est assez complexe, donc j'ai pris la liberté cette fois-ci d'avoir mes notes à côté de moi, parce que je ne peux pas faire tout de tête comme j'avais fait pour Breaking Bad. Donc ne m'en voulez pas si parfois il y aura peut-être 1 ou 2 hésitations dans cette vidéo. Voilà, on va regarder la séquence et on en parle juste après. It is nuts. Oh my God. Cooper, there's no point using her fuel to chase... Analyze the Endurance's spin. Cooper, what are you doing? Docking. Endurance rotation is 67, 68 RPM. Okay, get ready to match our spin with the retro thrusters. It's not possible. No, it's necessary. Endurance is hitting stratosphere. She's got no heat shield. Okay, she ready? Ready. Cooper, this is no time for caution. Okay, so if I black out, you take a stick. Stars, you ready to engage the docking mechanism?
Durance is starting to heat. 20 feet out. I need 3 degrees starboard, Cooper. 10 feet out. Cooper, we are lined up. Initiating spin. Come on, Tars. Come on, Tars. We are locked, Cooper. Locked. Easing up. Easy. Easy. Retro thrusters. Main engines on. Pushing out of orbit. Come on, baby. Killing main engines. Okay, we're out of orbit. Bon, j'espère que vous avez quelques frissons, parce qu'en tout cas de mon côté, ils y étaient. Une séquence que je trouve magistrale, très bien montée, très bien réalisée. La BO de Hans Zimmer derrière qui sublime le tout. Et ce que je trouve intéressant dans cette séquence, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a vraiment une tension, un enjeu qui sont palpables. Et je l'ai vu honnêtement énormément de fois, parce qu'elle est disponible sur YouTube, donc c'est pour ça que je me permets de la montrer. Et j'ai essayé de comprendre comment a fait Christopher Nolan pour créer cette tension, pour créer cet enjeu. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que la séquence, elle est déjà découpée en 2 sous-parties. Il y a une première sous-partie où l'enjeu, ça va être de rejoindre cette station orbitale, cette espèce de module. En gros, c'est un truc qui leur permet de voyager plus loin dans l'espace, et on comprend que s'ils ne l'ont pas, ils vont rester bloqués ici. Et la deuxième partie, c'est le moment où ils ont rejoint ce module, et ils vont essayer de s'y connecter. Et on va voir qu'il y a des variations dans les plans entre ces 2 sous-parties. Elles ne sont pas découpées exactement de la même façon. Et donc la première partie qu'on va regarder là, un petit peu en détail, elle est orientée autour de 5 types de plans. Le premier plan que vous voyez ici, c'est une sorte de caméra à l'épaule, vue subjective du hublot, qui verra ensuite une variation dans la deuxième partie, où en gros ça filmera d'autres choses. Mais en gros, ce plan, c'est un peu le plan qui fait le plus caméra reporter, caméra documentaire, parce qu'on le voit trembler, parce que le cadrage n'est pas parfait, parce que voilà, il est volontairement pensé pour créer un effet réaliste, un petit peu viscéral, au cœur de l'action. Et Christopher Nolan a inséré donc, ce plan à plusieurs endroits de son découpage, avec d'autres plans qui sont un peu plus académiques, pour vraiment créer un côté documentaire au cœur de l'action. Donc je vais faire défiler un peu. Vous voyez. Ensuite, le deuxième plan qu'on voit beaucoup dans cette première sous-partie, donc c'est une plan vue de profil 3/4 de Amelia. Alors, je vais me répéter encore une dernière fois, mais la vue de profil, vue de 3/4, c'est un manque d'implication, quelqu'un qui cache ses intentions. Ici, Amelia est complètement spectatrice, vous l'avez vu dans la séquence, elle ne fait rien, elle finit même par tomber dans les pommes à la toute fin. Et c'est Cooper qui prend vraiment les rênes, qui maîtrise l'action. Le troisième plan, c'est une vue frontale de Cooper avec vraiment un détail sur ses yeux qui sont centrés dans le cadre. Donc on a vraiment
une emphase forte avec son regard, avec ce qu'il regarde, et du coup, les émotions qu'on va voir sur son visage. Donc là, c'est une implication totale du personnage dans l'action. Comme je l'ai dit, c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui prend les commandes, c'est lui qui va faire en sorte de se sauver. Et on a ce plan zénital qui est cette fois-ci au ralenti, mais après on va voir plus tard dans cette première sous-partie, on va la revoir à un moment où la musique s'accélère, on va voir que le plan sera aussi accéléré en cohérence avec la musique. Ici, il est au ralenti. On voit que le vaisseau donc, est quand même relativement loin de cette station, et surtout ce qui nous intéresse, c'est que la station, on voit en fait elle sort du cadre. Regardez. Elle tend vers la partie droite, et donc grâce à ça, Christopher Nolan nous montre très clairement, en une seule image, quel est l'enjeu de cette première sous-partie, c'est de rejoindre cette station orbitale qui, en plus, s'éloigne puisqu'elle tend à sortir du cadre. Vous voyez ? Avec une petite ambiance derrière sonore de Hans Zimmer. On retourne sur Amelia, Cooper, et vous voyez, hop, on repart sur cette vue subjective à travers le hublot. Et vous voyez, un chef d'orchestre, Christopher Nolan, en fait, il va, en gros, alterner tous ces plans pour créer la tension. Et là, on se rapproche un petit peu, on voit clairement que la caméra tremble. C'est un petit peu le moment de flottement au début où les personnages sont un petit peu sous le choc de ce qui s'est passé et ils vont essayer de prendre la mesure de l'événement. Donc c'est pour ça qu'on a ce petit mouvement avant, vous voyez, de se rapprocher du hublot, des événements, de qu'est-ce qui s'est passé, qui est du coup raccord avec le rythme des plans qui est plutôt lent pour le moment, plus la musique derrière qui, elle, est assez douce. Et là, on va voir un virement où Cooper va se mettre à agir. Allez, hop. Et là, c'est parti. Et là, tout de suite, on va avoir des durées de plans qui seront beaucoup plus courtes. Et ça va s'accentuer au fur et à mesure dans la séquence. Là, c'est... alors, attendez. Donc, on a fait Amelia, on a fait Cooper, on a fait le plan zénital, on a fait le plan à travers le hublot. Donc, ça, c'est le 5e plan. Donc ça, c'est en gros comme si vous aviez installé en gros une GoPro sur la carlingue du vaisseau. Et ça fait très, je trouve, ça fait très image d'archives de la NASA. Vous savez, quand ils envoient des satellites, des fusées, ou même là, dernièrement, il y avait SpaceX qui a fait ça, qui a retransmis en direct un lancement de fusée. Et vous avez souvent en fait des caméras comme ça qui sont placées sur la carlingue des appareils, qui permet d'avoir une vue de l'espace un petit peu comme ça. Et là, c'est un peu l'effet que ça donne. En plus, là, on centre. Il y a un petit effet esthétisant, si vous voulez, parce qu'on centre le soleil au milieu du cadre. Et on a en plus la station orbitale qui est cachée derrière. Donc, il y a quand même un petit cachet esthétisant derrière. Derrière l'apanage un petit peu réaliste. Cooper, there's no point using her fuel to chase. Analyze the Endurance's spin. Vous voyez ? Et donc, on alterne. On change les plans, voilà, régulièrement. On a la musique derrière qui commence à s'accélérer avec cette espèce de métronome derrière, toum, 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 un petit peu comme une montre. Alors, je regarde mes notes. On a aussi, effectivement, le tremblement de la caméra qui va s'accentuer et également les bruits du vaisseau. Parce que ce qui a été assez intelligemment fait dans cette séquence, mais on va surtout le voir dans la deuxième partie, c'est qu'en fait, il y a des moments où on nous filme l'espace sans aucun son. Et donc, du coup, on a cette frontière symbolique entre l'intérieur du vaisseau, où il y a les bruits, il y a les personnages, et donc ça symbolise un petit peu la vie, si vous voulez, et l'extérieur du vaisseau, où du coup, il n'y a pas de son, et donc s'il n'y a pas de son, c'est que c'est la mort, quoi. Hop, et vous voyez, là, je vous ai pas menti, le même plan quasiment qu'on a vu tout à l'heure, alors avec un point de vue un petit peu différent, mais c'est toujours un plan zénital. Cette fois-ci, la musique s'est accélérée, et donc on va avoir le plan qui est beaucoup plus accéléré, qui est beaucoup plus rapide. Et là, on a remarqué aussi que, comme je disais tout à l'heure, les durées en secondes de chaque plan est beaucoup plus court. Voyez, là, en termes de montage, on commence à avoir un montage qui est plus resserré, qui s'accélère, et dont les coupes coïncident au battement de la musique.
Mais c'est toujours les mêmes plans, le plan de 3/4 profil d'Amelia, le plan frontal de Cooper, voilà. Le plan style NASA, comme je disais tout à l'heure, vous voyez. Donc ça, c'est la première partie. Donc là, on arrive dans la deuxième partie où on vient de rejoindre le vaisseau, et c'est là où on va voir les premières variations de type de plan. Donc là, on voit un nouveau plan qui est propre à la deuxième partie, qui est une vue du dessus de la station avec le vaisseau en dessous qui essaye de, vous voyez, de s'approcher au mieux de la station. On voit que la station est centrée, vous voyez, cette espèce de rond là, c'est le centre de la station qui est vraiment centré dans le cadre. Hop là, et là on a ce que je disais dans la première partie, vous voyez le plan avec le hublot, il va varier dans cette deuxième partie. Alors toujours un petit peu avec cet effet de caméra tremblotante, documentaire, reporter, vous voyez. Mais cette fois-ci, on va avoir des plans d'ensemble de l'intérieur du cockpit et qui vont toujours nous donner l'ambiance de ce qui se passe dans le vaisseau pendant qu'ils sont en train de s'arrimer. Et regardez, c'est exactement ce qu'il fait là. En fait, il fait une sorte de panoramique où il va nous montrer les deux personnages dans le cockpit et nous montrer que finalement, c'est pas si grand, quoi. Là, on a le plan vu d'extérieur qu'on voyait là dans la première partie, ce grand plan zénithal où on voyait le vaisseau puis la station qui sortait du cadre. Bah là, on a une variation de ce plan de la première partie ici. Là, on filme en vue de profil pour montrer justement qu'on est dans un enjeu différent. Cette fois-ci, on s'est approché de la station et on va s'arrimer à celle-ci. On voit la courbure de la Terre, donc c'est extrêmement esthétisant. Et dans un deuxième temps, ça va aussi nous permettre de se rendre compte que la station, en fait, elle est en train de descendre, elle est attirée par cette planète, et donc on renforce encore une fois le sentiment d'urgence. L'urgence était créée dans la première partie par ce besoin absolu de s'en approcher. Maintenant qu'on s'en est approché, l'urgence change, c'est il faut s'y arrimer avant qu'elle s'écrase, vous voyez ? Là, on a encore cette caméra reporter qui va nous montrer encore l'ambiance du vaisseau. Vous voyez ? Là, on nous montre par le cockpit du dessus le module sur lequel on va s'arrimer. Cooper est toujours pour le moment en vue frontale, mais vous allez voir après, ça va changer. Là, on nous montre TARS, voilà, bon, le robot. Le plan dont j'ai parlé tout à l'heure, là, où on voit le vaisseau et la station. Amelia, toujours en vue de profil, donc elle, ça ne varie pas du tout, hein, entre la première partie et la deuxième partie, aucune variation pour elle. Et là, on commence à avoir Cooper qui est filmé en vue de profil. Et donc c'est important parce qu'en fait, là va vraiment s'engager vraiment le cœur de l'action, c'est le moment où il va devoir lui-même, parce que pour le moment il a fait que s'approcher du vaisseau, mais là c'est l'acte le plus délicat, qui demande le plus d'attention, qui est le plus dangereux, c'est le fait de s'arrimer. Et là du coup, on enlève la vue frontale, on passe à une vue 3/4, vue de profil, parce qu'on veut montrer, si vous voulez, symboliquement le doute qui habite potentiellement le personnage à ce moment-là, l'incertitude, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas tous nous tuer? Et ça, on le montre par ce changement de point de vue de la vue frontale vers la vue de profil. Oui, donc toujours l'ambiance du cockpit, ouais, voyez, et là, il est Cooper, je remets un petit peu en arrière. Là, il est totalement de profil, hein, vous voyez. I need 3 degrees starboard, Cooper. 10 feet out. Cooper, we are lined up. Initiating spin. Vous voyez, et là, il n'y a plus de son. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il dit initiate spin, donc on entend le personnage parler. D'ailleurs, j'adore ce moment où il dit initiate spin, et après on voit les deux personnages se pencher par l'effet de la force centrifuge. J'adore ce passage, ces 10 secondes, je les trouve mais formidables, avec le grincement du vaisseau et tout. J'adore, franchement j'adore. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, qui peut-être vous paraissait un petit peu obscur, quand je vous disais la barrière symbolique de l'intérieur du vaisseau, où il y a du bruit, et l'extérieur du vaisseau qui symbolise la mort, et où il n'y a pas de son, et ben là on le voit véridique. Vous voyez, initiate spin, et hop, et là on se retrouve sur une vue
vraiment du coup, comme je disais tout à l'heure, une caméra qui serait fixée sur la carlingue du vaisseau, et là il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son, vous voyez, parce qu'on est dans l'espace, parce que ça symbolise la mort, vous voyez. Et c'est vraiment volontaire de la part de Nolan d'avoir calé ce plan juste à côté du plan précédent. Au niveau du montage, voilà, c'est volontaire. Et du coup, ça laisse part aussi à la musique de Hans Zimmer, là où on entend les orgues qui se lancent et tout, et ça donne vraiment un côté hyper épique, hyper... oui, il y a une tension quoi, qui se crée vraiment à ce moment-là, au moment où il dit « initiate spin ». Ouais, et là, comme je disais tout à l'heure, l'effet de la force centrifuge, on les voit pencher avec le bruit du vaisseau qui revient après le silence. Là, on repasse sur un plan donc, qui n'est plus le plan zénital, mais le plan vue de 3/4, comme je le montrais tout à l'heure. Donc là, on voit bien qu'ils sont en train de s'écraser, mais également, on reprend l'idée du plan zénital de la première sous-partie, où on va les faire également sortir du cadre. Ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, au début de la deuxième sous-partie, où on les montrait uniquement de profil pour montrer la courbure de la Terre et le fait que la station est en train de s'écraser. Cette fois-ci, on rajoute en plus l'idée qu'on avait précédemment, qui est la sortie du cadre. Donc là, on remontre encore l'ambiance du cockpit, etc. Voilà. Cooper, qui n'en peut plus, qui est en train de souffrir visiblement, qui est toujours filmé en vue de profil. Pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est un moment de doute, un moment de difficulté pour lui. La musique qui s'emballe, qui est formidable, ouais, rien à dire là-dessus. Et là, on l'a vu une première fois, on va le revoir une deuxième fois, et on va le revoir une troisième fois. On vient d'arriver au climax de la séquence, c'est le moment où on va se reconnecter. Je vais vous parler d'une notion un peu complexe qui s'appelle le montage discursif. Avant, pour ceux qui voudraient approfondir, je vous conseille d'aller lire un livre qui s'appelle « Esthétique du montage » aux éditions Armand Collin, un livre de Vincent Amiel. Honnêtement, c'est une bible en ce qui concerne le montage. Il y a énormément de choses qui sont décrites avec des exemples concrets, avec des grands cinéastes de montage comme Abel Gans, comme Jean Renoir, comme Epstein, Eisenstein, Martin Scorsese, etc., Orson Welles, etc., etc., etc. C'est un livre qui est compliqué à lire si vous n'avez pas envie de rentrer dans des techniques approfondies de cinéma, mais pour ceux qui auraient cette envie-là, honnêtement, je ne crois pas avoir trouvé mieux. Et donc, dans le livre, il parle d'une notion qui est le montage discursif. Discursif parce que ça renvoie au discours. En gros, ce que ça voudrait dire, c'est que ce plan qu'on voit ici, vous voyez, ce gros plan de la station qui essaie de se reconnecter, mais également cette variation qu'on voit ici, donc c'est le même plan en gros, hein, mais vu cette fois-ci en vue d'ensemble, si on les prend unitairement, ils racontent quelque chose. Parce que les plans dont je vous parle depuis le début de cette analyse, le plan en vue frontale de Cooper, la vue de profil d'Amelia, la vue un petit peu reporter, les plans sur la carlingue, le plan zénital, etc., etc., tous ces plans quasiment, alors peut-être le plan zénital ne rentre pas dans cette catégorie, mais pour tous les autres, si vous les prenez unitairement, ils n'ont pas de signification. Ça raconte quelque chose dans l'ensemble de la séquence, les uns par rapport aux autres, dans l'enchaînement des plans par rapport aux autres. Mais si vous les prenez un à un, ça ne raconte rien. Ça montre quelque chose, ça montre un sujet, mais sinon ça raconte rien. Alors qu'ici, ces deux plans-là qu'on montre racontent quelque chose. Vraiment, il y a un rappel du discours du film, et le discours du film, je vais vous le rappeler, c'est qu'en fait l'humanité est en train de mourir sur la planète Terre, et qu'elle envoie des êtres humains à travers l'espace pour essayer de trouver une seconde planète sur laquelle on pourrait survivre. Donc cette séquence, en fait, elle ne raconte pas que la mort potentielle de ces deux personnages. Cette séquence, elle raconte la mort potentielle de l'entièreté de l'humanité. Et donc, d'avoir choisi dans son montage, Christopher Nolan qui a choisi dans son montage de nous montrer à la fin de sa séquence, en gros plan, vraiment le mécanisme qui permet de se reconnecter à la station, bah, ça nous rappelle le discours du film, ça nous rappelle le discours qui dit que l'humanité qui est en train de crever sur la planète Terre, en fait, elle dit non, on va pas mourir sur cette planète, on prend un vaisseau, on prend notre destin en main, et on va traverser l'espace, se créer une destinée.
Et c'est ça qui est rappelé dans ce plan. C'est parce que c'est Cooper qui décide, en voyant la station orbitale qui est en train de s'écraser sur cette planète, qui décide d'avancer, qui décide d'essayer de se reconnecter. Et le climax de ce moment est rappelé par ces deux plans. C'est le moment où on va se raccrocher. Et là, on rappelle le discours du film. L'humanité, par la force de sa volonté, se raccroche à sa destinée. Sa destinée qui est de survivre. Vous voyez ? Là, en plus, le plan est extrêmement esthétisé avec le soleil qui tourne derrière. Alors, je pense que c'est une photo qui serait, à mon avis, pas très réaliste, mais le plan est beau. Et là, on termine avec la vue de profil de Cooper, à nouveau un plan qu'on avait déjà vu. Et là, on va voir le temps qui va se ralentir. Vous voyez, on reprend un flux du temps normal. La musique descend, enfin je veux dire, la musique descend en intensité. Et voilà, on ralentit. Et c'est bon, on est sauvé. On va se laisser sur les cris de joie d'Amélia avec une belle photo, le soleil qui se reflète dans son casque. Je pense avoir dit la plupart des choses que j'avais prévu de vous dire sur cette séquence. Vous avez vu, c'est une séquence qui est compliquée. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a déjà une variation dans les plans, dans les échelles de plans. Il y a un travail sur le montage, sur la durée des plans, sur les enchaînements, sur les coupes. Il y a un travail sur la musique, il y a un travail sur le son, les bruitages. Il y a un travail sur le silence. Bref, c'est une séquence qui est vraiment construite de façon admirable et qui vraiment nous montre que Christopher Nolan, c'est pas vraiment le pire des réalisateurs qu'on ait actuellement, honnêtement. Même si je suis pas extrêmement fan de toute sa filmographie, quand on regarde une séquence comme ça, qu'on prend vraiment le temps de l'analyser, on ne peut que respecter, que souligner le travail qu'il y a derrière, parce que vraiment il y a une recherche qui est méthodique et qui dénote vraiment d'une érudition et d'un vrai travail de réalisateur. J'espère que vous aurez compris la plupart des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'était pas facile pour moi de vous parler de tout ça de façon construite. En plus, avec en parallèle la séquence qui défile sous nos yeux. Voilà. J'espère que vous aurez pu tout suivre et que ça vous aura donné un éclairage suffisant sur le travail de Christopher Nolan. On se retrouvera bientôt pour une prochaine séquence qui, j'espère pour moi, sera un peu moins compliquée que celle-là. Prenez soin de vous et à bientôt.